Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée, nous sommes le jeudi 3 octobre et voici les titres de cette édition. Opération séduction pour les fabricants de bateaux vendéens au Salon international du Grand Pavois de La Rochelle, l'une des dernières chances pour eux de remplir leur carnet de commandes en cette fin d'année. Et une visite ministérielle ce mercredi à La Roche-sur-Yon, l'objectif était de présenter une nouvelle enveloppe financière créée par le gouvernement, le Fonds territorial d'accessibilité. Enfin, direction le Vendespace et l'Open de tennis de Vendée, nous avons suivi le quotidien de ces jeunes ramasseurs de balles au service de la petite balle jaune. Comment redonner l'envie de la plaisance? C'est l'une des questions que se posent les spécialistes du monde nautique cette semaine au Salon du Grand Pavois. Même si les fabricants et les sous-traitants vendéens s'accordent à dire que l'engouement pour leur secteur est toujours bel et bien présent, ils espèrent pouvoir profiter de l'événement pour remplir leur carnet de commandes. Louise Viager. Une trentaine d'entreprises vendéennes du secteur nautique sont présentes au Grand Pavois de La Rochelle. C'est à ce moment-là que les constructeurs de bateaux remplissent leur carnet de commandes, même si la situation économique est tendue. Alors la tendance, on ne va pas se mentir, elle n'est pas forcément au beau fixe. Mais de toute façon, nous, on sait qu'on est sur une activité qui est très sensible aux événements. Dernièrement, on va dire que le contexte politique et économique n'a pas été forcément favorable à notre activité. On a pu rajouter, un peu comme tout le monde, une mauvaise météo. Mais ce qu'on peut ressentir, c'est qu'il y a toujours un engouement pour le secteur et que nos clients sont là. L'eau continue d'attirer, mais le secteur a du mal à reprendre depuis la crise du Covid. L'immatriculation de bateaux neufs a baissé de 20% entre septembre 2023 et juillet 2024. Alors forcément, les entreprises comme le chantier des îlots le ressentent. La plaisance, c'est pas que c'est bloqué, mais on sent bien qu'il y a un mouvement économique général qui fait que les gens savent pas trop où ça va. L'été n'a pas été grandiose non plus. Au niveau de la météo, ça n'a pas forcément... les gens se sont pas dit tiens, on changerait bien de bateau ou est-ce qu'on réfléchirait pas à l'achat d'un nouveau bateau. Les entreprises vendéennes en attendent donc beaucoup de ce salon. Privilège Marine est spécialisée dans la vente de catamarans et elle a aussi fait le déplacement après quelques années d'absence. En fait, on n'avait quasiment pas de clients français. Et donc, il me semble important, après avoir été absent d'un salon comme le Salon du Grand Pavois, d'être de nouveau présent en tant que privilège sur ce salon pour pouvoir adresser la clientèle française, qui en plus est particulièrement spécialiste, ou en tout cas attirée par la voile sur ce salon. Le Grand Pavois est donc surtout l'occasion de présenter les bateaux et de créer du lien avec de potentiels clients. Jusqu'à dimanche, près de 70 000 visiteurs sont attendus à La Rochelle. Le secteur du nautisme cherche donc un nouveau souffle alors que le contre-coup de la période Covid semble s'estomper. Le Salon international du Grand Pavois représente donc l'un des derniers rendez-vous de l'année pour enregistrer des commandes. L'organisation de l'événement reste quant à elle confiante sur la capacité du secteur à redresser la barre. On a eu l'après-Covid, donc effectivement avec l'après-Covid, il y a eu un engouement, les gens ont été confinés, les gens veulent naviguer, hein. On a 4 millions de navigateurs à peu près, et puis on a 11 millions de personnes qui font du sport nautique, donc ce qui est important pour nous. Et donc, effectivement, il y a eu l'après-Covid. L'après-Covid, il y a eu un engouement. Il y avait des délais pour avoir un bateau. Il fallait compter 12 mois, 14 mois, voire 16 mois, suivant les modèles. Bon, au jour d'aujourd'hui, on revient dans une situation normale. Et retour en Vendée à La Roche-sur-Yon, la ville accueille ce week-end la suite des festivités pour les 220 ans de sa fondation. Après la reconstitution d'un camp napoléonien en mai dernier, place notamment à une simultanée impériale d'échecs qui opposera 100 amateurs à 4 grands champions ou encore un marathon cinématographique de 7 heures qui vous attend au Concorde avec le film Napoléon vu par Abel Gans. Mais j'invite forcément tout le monde à vivre cette expérience extraordinaire qui est le marathon toute la journée du dimanche, qui commencera dès 10h, qui finira à 21h30, 22h. Et c'est ce que souhaitait Abel Gans, donc, qui est un très grand réalisateur. Et il souhaitait effectivement que les spectateurs soient acteurs et vivent au rythme de ce film, donc, qui a été complètement restauré, qui est juste hallucinant. C'est un film qui a rendu fou plus d'une personne, dont le comédien principal, et dont la version aussi musicale a été restaurée sur des partitions du 19 et 20e siècle. Donc voilà, un chef-d'œuvre.
Nous avions une visite ministérielle ce mercredi à La Roche-sur-Yon. Je vous en parlais hier. Isabelle Sora, la ministre déléguée à l'accessibilité, a découvert quelques sites de la ville récemment construits, comme la salle de spectacle du KM ou encore le complexe aquatique Le Cap. Et sur son chemin, l'esplanade Jacques Chirac au pied des Halles. L'occasion d'évoquer l'aménagement de celle-ci, ainsi que le rôle du Fonds territorial d'accessibilité. Une visite ministérielle sous le signe de l'accessibilité. Sur la plage Jacques Chirac, là où le chaudron de la flamme paralympique s'était allumé, Isabelle Sora constate les aménagements et présente son dispositif national. Alors ça permet pour un commerçant qui aujourd'hui a besoin de faire des travaux, de se faire financer la moitié de ses travaux par une aide de l'État. Ça contribue à l'accessibilité qui permet à tous nos concitoyens de se déplacer comme tout le monde, normalement. Appelé le Fonds territorial de l'accessibilité, il permet aux entreprises de se mettre aux normes PMR. C'est 20 500 € par établissement recevant le public. Il faut penser que ces 20 500 €, c'est sur un total de 41 000 puisque l'État prend en charge 50% de la dépense. Face à elle, Samuel, malvoyant, il témoigne des difficultés rencontrées au quotidien en se promenant dans la rue. J'ai demandé que des modifications soient apportées parce qu'on a les bars sur notre gauche, on a une partie de leur terrasse qui est posée sur la place. Ouais. Et en fait, on a les terrasses qui sont un peu en limite d'escalier, ce qui faisait que, aussi bien pour les handicapés que pour les valides, quand vous montiez l'escalier, vous invitiez à table, vous buviez un coup avec les gens sans pouvoir traverser un petit peu. Un dispositif de service civique est aussi mis en place pour sensibiliser et accompagner les propriétaires sur les aménagements possibles. Sans eux, les rencontres de tennis de l'Open de Vendée auraient une toute autre saveur. Âgés de 9 à 16 ans, les 42 ramasseurs de balles ont exceptionnellement eu l'autorisation de manquer les cours pour passer la semaine au Vendespace. Sélectionnés pour leur agilité et leur discrétion, Mathis Pires les a suivis dans leur quotidien pendant le tournoi. Pendant un match de tennis, ils sont partout, aux quatre coins du terrain pour servir les joueurs. Mais avant de rentrer sur le court, place à l'échauffement. Ces jeunes ont réussi les sélections et font désormais partie des 42 ramasseurs de balles de l'Open de Vendée. Tous les jeunes les plus motivés, on les ressent vite. Et ensuite, ça va être au niveau, sur le niveau du roulé par exemple. L'anticipation, beaucoup d'anticipation sur le court, savoir toujours ce qu'on doit faire sur le terrain. Pour être un très bon ramasseur, il faut être discret sur le terrain, il ne faut pas qu'on se fasse remarquer. Et il faut en plus de ça, très bien anticiper, savoir toujours ce qu'on doit faire à la fin d'un point. La discrétion et l'anticipation, voilà les principales qualités d'un bon ramasseur de balles. Une fois sur le court, leurs yeux sont partout, au service du joueur. Apporter la serviette, servir les balles pendant 30 minutes, les 6 ramasseurs doivent être ultra attentifs. Il y a des moments où on ne fait rien et on doit attendre que le point se passe ou que quand on n'a pas de balle. Donc il faut rester statique, pas bouger pour pas gêner le point. Mais il ne faut pas s'endormir. Et il ne faut pas s'endormir non plus. Et être réactif dès que la balle arrive de notre côté, il faut la renvoyer. Selon les rotations qu'on fait, parfois il y a plus de choses à faire, comme les changements de balle par exemple, qu'on doit faire tous les 7 et 9 jeux. Ça dépend vraiment des rotations et des joueurs aussi, parce que parfois les joueurs demandent beaucoup de choses à faire. À la fin de leur rotation, leur chef d'équipe débriefe leurs prestations. Tu passes bien ton temps maintenant. Ouais. Lui aussi, ancien ramasseur de balles, il est maintenant en tribune et scrute chaque fait et geste. Et je vais noter s'il fait une bonne réception. Oh, là parfait, il fait une bonne réception, il se replace bien. Ils sont notés du coup de dimanche au premier jour de qualif jusqu'à vendredi, le dernier jour avant les finales. Sur les 42 ramasseurs de balles, 18 d'entre eux seront de nouveau sélectionnés pour servir pendant la finale. À quelques jours du départ de la 42e édition du Chrono des Nations des Herbiers, l'organisation a dévoilé ce mercredi les premiers noms des participants. Chez les femmes, la championne du monde et championne olympique en titre Grace Brown est annoncée pour ce qui devrait être la dernière course de sa carrière. Côté hommes, les locaux Thomas Gachignard, Mathieu Burgodeau ou encore l'ancien vainqueur de l'épreuve Alex Segart sont attendus aux Herbiers le 13 octobre prochain.
C'est une fierté pour nous que d'avoir Grace Brown, cette coureuse qui est arrivée il y a quelques années chez FDJ Suez. Donc voilà, ça fait un petit moment. Quand elle a annoncé qu'elle voudrait arrêter sa carrière cette saison, je me suis rapprochée d'elle aussitôt pour lui dire écoute, si tu le souhaites, je te propose de terminer ta carrière aux herbiers. C'était bien avant qu'elle soit championne olympique, bien avant qu'elle devienne championne du monde. Donc c'est la cerise sur le gâteau. Et voilà, j'espère que le public sera nombreux aussi pour venir la voir, parce que déjà, ce sera une occasion unique. Allez, on reste sur la planète vélo avec le championnat de France de cyclisme. Il fera son grand retour en Vendée à l'occasion de l'édition 2025. 4 jours de compétition du 26 au 29 juin. Et après Chantonnay en 2015, c'est la commune des Herbiers qui aura l'honneur d'accueillir l'ensemble du peloton professionnel avec comme juge de paix le sommet du Mont des Alouettes. On revient en Vendée parce qu'on est toujours content de venir en Vendée. Et puis, quand on vient en Vendée, on sait où qu'on met les pieds. On est chez des gens qui maîtrisent complètement les organisations de cyclistes, qui ont l'habitude d'organiser des grands événements. La preuve, on est venu déjà 6 fois faire un championnat de France. Des championnats de France qui ont toujours été réussis au niveau sportif, au niveau populaire. Et au niveau qualité d'organisation. Et ça c'est important parce que c'est la plus grosse vitrine de notre fédération. Et on tient effectivement à que l'image soit parfaite dans cette organisation-là. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Rendez-vous avec l'actualité demain dès 7h avec Caroline Tronche. Quant à moi, je vous retrouve à 12h30. En attendant, très bonne soirée sur TV Vendée.